On va pas tarder à commencer. Tu me dis quand tu es bon. Cool. Bon, on va continuer tout de suite avec la dernière conférence de la journée. C'est la demi-journée. La dernière conférence, oui, de la demi-journée, pas de la journée. Maintenant, nous allons avoir l'honneur d'accueillir Monsieur Amaury Veil. Bonjour, Monsieur Amaury Veil, directeur technique. Si vous voulez. Directeur technique chez S2P Smart Plastic Product, afin de nous introduire la plastronique. La plastronique, c'est un mot valise qui lie le plastique et l'électronique. C'est une branche importante de la plasturgie. Monsieur Amaury Veil, vous êtes diplômé de l'INSA Lyon du département génie mécanique, procédé plasturgie, une des filières qu'on peut retrouver sur le campus de Oyonnax, de la promotion 2008, et vous avez fondé en 2015 cette entreprise, S2P, dont vous êtes depuis le directeur technique. Vous allez nous introduire la plasturgie. Je vous laisse la parole. N'hésitez pas à poser des questions aux conférenciers sur vos claps, et à la fin de la conférence, on vous interrogera pendant 5 minutes. Merci beaucoup. Merci pour l'introduction. Bonjour à toutes et à tous. Donc, en effet, l'objectif de cette présentation, c'est de montrer aussi la face, on va dire, la plus innovante. C'est de mon point de vue, hein, il y a une innovation partout en plasturgie, mais en particulier, quand on commence à lier plusieurs mondes ensemble, on peut faire des choses extrêmement innovantes et des conceptions complètement impossibles il y a quelques années. Donc, aujourd'hui, le thème sera la plastronique, donc lier la plasturgie et l'électronique. Imaginez quand vous liez deux autres mondes, tout ce que vous pourrez faire aussi demain. Donc l'objectif, c'est bien de montrer dans les parcours d'étudiants aujourd'hui, c'est rare d'avoir un seul cursus qui rentre en ligne de compte. Vous aurez de plus en plus de liens avec différents étudiants ou différentes entreprises qui seront connexes avec vos savoirs. Et ça, je pense que ce sera vos vrais métiers de demain, c'est de lier plusieurs mondes ensemble. Alors, la plastronique, en quelques mots, qu'est-ce que c'est? C'est lier finalement un support plastique qu'on sait très bien réaliser de manière précise, avec une diversité de matières, avec une diversité de formes. On parlait juste avant éco-conception, donc on sait aussi éco-concevoir la plasturgie pour qu'elle soit durable, etc., recyclable, démontable et autres. Et puis, on a le monde de l'électronique qui, lui, est un monde qui est un peu particulier. L'électronique, quand vous démontez vos ordinateurs, ces grandes plaques vertes à l'intérieur, c'est des thermodurcissables, donc c'est de l'époxy vert, qui sont métallisés au départ totalement, et ensuite on vient graver la métallisation pour faire des pistes. Là, l'objectif, c'est de faire l'inverse, c'est d'utiliser d'abord un thermoplastique, et ensuite de venir faire croître uniquement là où on en a besoin les pistes électroniques. Donc l'objectif, c'est vraiment d'inverser le paradigme au départ, et puis on profiter de l'aspect 3D pour pouvoir faire des fonctions électroniques qu'on ne sait pas faire aujourd'hui en 2 dimensions. Alors, les gros avantages principaux, donc le premier, alors il y a un peu d'anglais, alors ça va vous faire réviser en même temps, il y aura des slides en français, j'ai mixé plusieurs présentations pour aujourd'hui. Donc, c'est d'accroître les performances des produits électroniques. Bien sûr, c'est d'avoir tout ce qui est répétabilité et précision. Donc, ça, c'est vraiment des choses qu'on recherche au niveau industriel. Et puis, une donnée qui est de plus en plus présente, c'est qu'on a de moins en moins de produits standards. L'objectif des clients, c'est d'adapter aux besoins du client final, de faire une customisation. Voilà. Donc, par exemple, on peut imaginer un produit électronique qui fait toujours la même chose, et puis un client va demander une antenne supplémentaire, va demander une fonction électronique supplémentaire, et donc là, on va pouvoir customiser aux besoins, et 80% du produit va rester identique pour la totalité des clients. Deuxième, les gros avantages autres, c'est la réduction de poids. Donc, on le disait tout à l'heure, essayer de minimiser au maximum le nombre de pièces qui constituent les produits, réduire le poids, intégrer de plus en plus de fonctions dans des environnements contraints, et puis simplifier les assemblages. Aujourd'hui, une grosse partie de la défaillance produit, je suis arrivé à la fin de votre présentation, j'entendais parler de l'obsolescence programmée, etc. Une des grosses défaillances de l'électronique, ce sont les interfaces de connexion. Plus on simplifie les assemblages, plus on réduit le nombre d'interfaces, et donc plus on va faire durer les produits. Donc ça, c'est vraiment un objectif. Plus le produit est simple, donc c'est peut-être quelque chose qu'il faut regarder quand vous achetez des produits. Il faut essayer d'acheter les produits les plus simples, qui ont le moins de pièces assemblées, et vous devriez avoir des choses les plus durables possibles.
D'ailleurs, l'exemple fameux, c'est les téléphones portables. À l'intérieur, c'est extrêmement complexe. Il y a énormément d'interfaces. Et donc, du coup, on n'est pas sur des produits qui vont durer 10 ou 15 ans. Et à l'inverse, quand on est sur des produits mécaniques avec des interfaces solides, etc., on a des durées de vie qui sont beaucoup plus longues. Alors, au niveau des applicatifs, on reviendra un peu plus loin dans la présentation avec des produits concrets, des produits du commerce, mais ça va très très loin. Donc, on va des pièces antennes, des capots de sécurité, des LED, des chauffe localisés, des capteurs, des interconnexions 3D, etc. Je passe assez vite puisqu'après je rentre un petit peu dans l'exemple. Je vous présente en 2 mots S2P. Donc, on est une PME. Alors, on est super loin. En fait, on est de l'autre côté du mur. En fait, là, mon bureau doit être juste derrière, en fait, juste à côté, donc j'ai dû faire tout le tour pour en venir, donc c'était assez embêtant. Mais voilà, on est une petite entreprise, on est 10 personnes, mais on a une formation un peu particulière puisqu'on a dans la même entreprise des chimistes, des électroniciens, des plasturgistes, des mécaniciens qui travaillent tous ensemble. L'objectif, c'est de faire du développement et de la fabrication en série, petite et moyenne série, de produits plastiques intelligents. Donc, on a tous ces métiers en un seul, enfin, tous ces métiers dans le même espace. Et puis, on a aussi des compétences transverses. C'est-à-dire que nos plasturgistes connaissent de plus en plus l'électronique et la chimie, et les chimistes connaissent de plus en plus les matériaux, etc., etc. On travaille pour plein de domaines de marché, l'aéronautique, la défense, le médical, l'automobile et autres. Et puis nos compétences, j'en parlais juste avant, aussi bien la partie design, la partie fabrication, jusqu'à la partie qualité client, puisque c'est super important de livrer un produit en qualité, de pouvoir avoir cette sortie pièce qui soit qualifiée avant d'arriver chez le client. Quelques références clients, vous en connaissez certainement, peut-être le plus connu d'entre eux, Decathlon, mais puis d'autres qui sont dans la vallée, MIHB, qui sont aussi, par exemple, exposants aujourd'hui. Alors, la plastronique, finalement, c'est aussi une évolution de ce qu'on voit dans l'industrie de la plasturgie, et notamment les anciennes technologies plastroniques, ce qui était déjà de la plastronique, c'était de surmouler une pièce mécanique, en l'occurrence ici des pièces métalliques embouties et pliées dans une pièce en plastique. Donc, c'est du surmoulage traditionnel. On sait très bien surmouler les choses en plasturgie. Et là, donc là, on avait une fonction électronique, mais on voit que les formes, on a des pièces qui sont au fond d'un boîtier. Il y a très peu de 3D, c'est du 2D, 2D+, et donc il y avait un certain nombre de contraintes. Et on l'utilise toujours, hein, notamment quand on a de la forte puissance, on utilise cette technologie. Ensuite, a été développé dans les années 80 des technologies où on mettait du plastique partout. Donc c'est un petit peu la même méthode qu'on faisait sur les circuits imprimés, on mettait du métal partout, puis ensuite on venait gratter le métal, là on n'avait pas besoin. Donc ça a été beaucoup développé, et au niveau chimique, ça faisait appel par contre à des procédés chimiques qui sont aujourd'hui d'ailleurs interdits pour des raisons de santé. Et donc, on a ces technologies-là qui ont perdu beaucoup de vitesse. Et tant mieux, ça a permis de faire émerger des nouvelles technologies, notamment de métallisation additive. Donc c'est ce qu'on disait tout à l'heure. On utilise toujours la métallisation totale, mais maintenant, au lieu d'utiliser de la chimie super costaud, pour ainsi dire, on utilisait du chrome hexavalent. Donc, je pense que c'est le pire produit chimique que vous pouvez retrouver dans les ateliers. C'est cancérigène, mutagène, irritant, saoulé. En fait, il a ce qu'on appelle le grand chelem en chimie, donc avec toutes les têtes de mort, les croix, etc. Donc, c'est un produit qu'on ne retrouve plus dans les ateliers en France, sauf sous quelques dérogations, mais malheureusement, on retrouve encore ça pas mal dans d'autres pays dans le monde, malheureusement. Donc, du coup, les plasturgistes ont travaillé pour faciliter la métallisation des polymères, et notamment, là, on est sur un polymère, donc c'est un LCP, polymère à cristaux liquides, à l'intérieur duquel on intègre des particules de palladium. Le palladium est un catalyseur universel, et donc quand on vient mettre cette pièce plastique dans un bain chimique, le métal se dépose partout sur la pièce. Et donc en plasturgie, ce qu'on sait très bien faire, c'est la bimatière. On vient injecter une matière A et on vient la surmouler par une matière B. C'est ce que vous avez typiquement dans votre brosse à dents. La matière colorée, elle n'est pas assemblée ensuite par assemblage, par collage. Elle est d'abord moulée la matière colorée, puis ensuite on vient surmouler la matière blanche qui ensuite fait l'appréhension de la brosse à dents. Donc là, on sait très bien faire ça au niveau décoration, et bien on sait le faire aussi au niveau technologique.
Une autre technologie qui permet de faire de méthanisation sélective, c'est ce qu'on appelle l'activation par laser. Donc là, on ne va plus utiliser la bimatière, on va utiliser une injection traditionnelle, mais dans la matière, on a des particules de cuivre qui sont à l'intérieur du plastique, qui sont enrobées de plastique. On n'en met que quelques pourcents, c'est vraiment juste pour pouvoir démarrer une réaction. Et ensuite, on vient passer le laser en surface. Le laser va avoir deux effets, on va créer de la rugosité de surface et on vient casser la liaison chimique entre le polymère et la charge de cuivre. Donc là, on n'a pas besoin de chimie, c'est vraiment le laser qui va venir casser cette liaison chimique entre le polymère et le cuivre. Donc là, c'est vachement intéressant, on n'a plus besoin de ce fameux chrome hexavalent qui permettait d'ouvrir la chimie, enfin les liaisons carbone-carbone pour faire la chimie. Et deuxième gros intérêt, c'est que là, une fois qu'on passe ça dans la chimie, le dépôt ne va se faire uniquement là où le laser est passé. Donc on a vraiment un dessin. Le process, on voit en bas ici, donc là on a la pièce injectée, on vient l'activer au laser, on dessine les pistes, et ensuite on vient métalliser et on vient reporter les composants. Donc là, l'avantage, c'est qu'on est sur un fichier informatique qui vient dessiner les pistes. Donc si on doit faire du versionning ou du spécifique pour un client, par exemple en mettant un logo ou en mettant des pistes spécifiques, on peut le faire presque d'une pièce à l'autre. Donc on a la même pièce plastique, on a un seul moule à développer, et après, la version d'électronique qu'on va mettre dessus peut être spécifique pièce par pièce. Donc ça, c'est un gros avantage. On va développer qu'un seul outillage, on n'aura qu'une seule matière à injecter, donc on va réduire les chaînes d'assemblage et les chaînes de stockage intermédiaire. On a d'autres technologies qui commencent à arriver, notamment sur de l'impression de conducteurs directs. Donc là, c'est du tamponnage. Donc là, pareil, c'est une technologie qui est dérivée de la décoration. En tamponnage ou en tampographie, souvent on met une encre décorative sur une pièce plastique et on vient la déposer par un tampon encreur qui vient sur la pièce. Et donc là, au lieu de mettre une encre décorative, on va mettre une encre qui est technique, une encre qui est conductrice. Donc c'est des encres qui sont souvent chargées par des particules en argent qui vont permettre de dessiner, encore une fois, les pistes sur la surface du plastique. On a également des nouveaux développements de matériaux qui rendent les polymères, qui sont pour la très très grande majorité des très très bons isolants, on a la possibilité de rendre conducteurs des polymères. Donc là, on charge, pareil, de particules métalliques, de particules conductrices. Il y a même des nouvelles chimies qui travaillent sur l'électronique organique, ce qui permet d'avoir des molécules qui intrinsèquement conduisent l'électricité et qui soient toujours injectables. Ça veut dire qu'elles soient suffisamment fluides pour rentrer dans un moule. Donc là, pareil, on vient faire de la bimatière. La matière qui est sombre ici, elle est conductrice. Et on vient, donc là, on a surmoulé dans une matière transparente pour la démonstration. Et là, l'objectif, c'est en effet de faire du conducteur directement dans le moule. Et après, on a d'autres technologies, donc par pulvérisation d'encre, alors là, pareil, on vient dessiner par des encres. Donc ça, c'est toutes des technologies qui sont détournées de leur utilisation principale, qui était souvent la décoration d'ailleurs. Et l'objectif, c'est de les détourner vers l'électronique. Ce qu'on va retrouver de plus en plus dans l'industrie, c'est tout ce qui est interface homme-machine, donc contrôle. C'est ce que vous retrouvez dans la plupart des voitures récentes. C'est des grands panneaux qui sont décorés. Donc, on vient décorer par de l'encre. Et à l'arrière des panneaux décorés, on vient mettre des pistes électroniques pour faire le contrôle de la climatisation, de la navigation, etc. Donc là, on est plutôt sur de la très grande pièce plastique qui est surmoulée et qui est ensuite intégrée dans les tableaux de bord de voiture. Quelques applications maintenant. Donc le gros de l'applicatif de ces technologies plastroniques, ce sont les antennes. Alors là, on voit beaucoup de téléphones portables, tout simplement parce que dans un téléphone aujourd'hui, il y a à peu près une vingtaine de bandes de fréquences qui doivent être utilisées. On a plusieurs bandes de fréquences pour la 3G, pour la 4G, pour la 5G. On a le Wi-Fi qui a plusieurs aussi bandes de fréquences, etc., etc. Donc, on a besoin d'avoir énormément d'antennes dans un téléphone, mais on a de moins en moins de place pour le mettre parce que l'écran est toujours de plus en plus grand, la batterie est de plus en plus grande, on a de plus en plus de composants, des appareils photo. Maintenant, on a des téléphones avec 4, 5, 6 appareils photo en frontal, en arrière, etc. Donc, on a moins de place pour intégrer les antennes et pourtant, on a toujours des besoins. Et en même temps, une antenne, ça rayonne toujours dans le plan. Et donc, si vous mettez les antennes sur la surface plane de votre téléphone,
Alors que finalement, le GPS, qu'est-ce que vous cherchez à faire? C'est d'aller chercher un satellite. Quand vous communiquez en GSM, en général, les relais sont sur le toit des bâtiments. Et puis quand vous êtes en Bluetooth, c'est plutôt d'un téléphone à un autre téléphone ou de votre box Internet jusqu'à votre téléphone. Donc en fait, vous n'avez pas les mêmes champs de rayonnement entre une antenne GPS, une antenne GSM et une antenne Bluetooth. Donc l'objectif de les mettre en 3 dimensions, ça permet d'aller rayonner exactement vers l'antenne ou vers le récepteur. Donc en faisant ça, ça permet d'avoir une efficacité énergétique bien supérieure. Ça veut dire au lieu de consommer des watts et des watts pour pouvoir transférer de la donnée, vous allez pouvoir réduire votre consommation, donc augmenter votre durée de vie de batterie notamment, et puis réduire aussi la consommation globale d'électricité de votre système. Là, on a d'autres antennes, donc là on voit bien les aspects 3D qui sont difficilement faisables par d'autres technologies circuits électroniques traditionnels, notamment cette petite pièce ici, on a l'impression qu'elle est toute simple, mais en fait ici on a une forme qui n'est pas vraiment conique, qui n'est pas vraiment sphérique. C'est une forme qui a été dessinée, numérisée et par simulation numérique, et donc on a une courbure qui est mathématique avec plein de chiffres et plein de X et plein de Y et plein de constantes, etc. Et en fait, on n'est pas sur une forme qu'on appelle développable. Donc une forme développable, quand vous êtes en 3D, ça veut dire vous coupez à un moment un coin de votre feuille, vous venez draper votre feuille, typiquement un cube, c'est une forme développable. Voilà. Vous savez faire sur une feuille en 2D la forme pour qu'une fois plié, ça fasse un cube. Donc ça, c'est facile à faire. On fait ça sur une feuille, on replie après, ça marche. Dans ce cadre-là, cette forme ici n'est pas développable. Ça veut dire que si vous prenez une feuille et que vous venez la plaquer sur cette forme, il y aura forcément des plis, ou des vides, ou des bulles. D'accord ? Et donc, vu que l'équation mathématique a été calculée sur la forme en elle-même, si vous dérogez de la forme, vous n'êtes plus dans la spécification, donc vous n'allez pas rayonner dans votre bande de fréquence. D'autres cas, donc là c'est plutôt dans un cas automobile, où là on vient remplacer des câbles, ici, par une pièce plastique qui est directement métallisée. Donc là, typiquement, les câbles prenaient une grande partie de la place de la pièce et permettaient de mettre jusqu'à 7 fonctions. Alors là, on est sur des commodos pour les motos, donc vous vous rendez bien compte que si vous souhaitez augmenter le nombre de fonctions accessibles depuis le pouce, vous ne pouvez pas faire grossir la pièce, puisque votre pouce ne va pas grandir en conséquence. Et vous ne pouvez pas lâcher la poignée pour pouvoir mettre les clignotants. D'accord ? Donc l'objectif, c'était dans un espace identique de mettre plus de fonctions. Et donc là, le fait d'enlever les câbles et de les mettre directement sur le plastique a permis de passer de 7 fonctions à 14 fonctions dans le même espace. D'accord ? Donc là, on voit bien l'intérêt. Et puis le deuxième intérêt, c'est que, comme une voiture, une moto, vous n'achetez pas forcément toujours le haut de gamme. Vous achetez tantôt l'entrée de gamme. Alors même si c'est du BMW, donc l'entrée de gamme est déjà une belle gamme, vous achetez soit l'entrée de gamme, soit le moyenne gamme, soit le milieu plus, voire le haut de gamme. Et donc, le constructeur, lui, à chaque fois, avant, il avait une pièce plastique et un schéma de câblage par version de moto. Donc, il avait beaucoup de choses à gérer, des moules à gérer, des pièces intermédiaires, etc. Dans ce cadre-là, il a développé une seule pièce plastique et les pistes ici ont été dessinées au laser, au cas par cas, du nombre de fonctions qui étaient nécessaires par rapport au nombre de motos vendues. Donc là, le gros avantage, c'est que même d'avance, il ne sait pas quelle version va être le plus vendue dans le monde. Donc, il fallait qu'il prévoie des quantités. Souvent, il surestimait les quantités. Donc là, il n'avait qu'un seul moule à gérer. Et ensuite, c'était le laser, au cas par cas, qui activait les pièces et qui métallisait les pièces. Un autre cas automobile, là, on est sur de la bi-injection. Je regarde l'heure, c'est bon. Donc là, on est dans un autre cas automobile qui est assez intéressant. Donc là, c'est Bosch qui avait un capteur pour le circuit de freinage, donc pour le contrôle de trajectoire, qui était fait avec une technologie traditionnelle de circuit imprimé, qui était ce qu'on appelle en mode stacké, ça veut dire empilé. Donc on avait le capteur silicium qui était sur une couche, on avait des broches métalliques qui permettaient d'avoir un circuit imprimé sur le dessus, qui faisait le traitement analogique numérique, donc la conversion du signal. Et ensuite, on avait de nouveau des broches métalliques qui renvoyaient le signal vers le calculateur de la voiture pour pouvoir gérer la trajectoire en cas de freinage d'urgence ou en cas de perte d'adhérence dans les virages. Donc ce capteur, au départ, il a été vendu, il a été mis en place dans des voitures, les berlines. Donc il y avait de la place pour pouvoir les mettre. Et puis,
les conducteurs se sont habitués à ce genre de système, ils se sont dit que ce serait bien qu'on l'ait aussi sur des véhicules de plus petite taille. Le problème, c'est que dans les véhicules de plus petite taille, même un capteur qui faisait 16,2 mm de diamètre, on avait du mal à l'intégrer dans les voitures. Du coup, Bosch était obligé de développer spécifiquement un capteur pour chaque voiture, notamment, on va citer 3 marques, comme ça il n'y aura pas de souci. Par exemple, les 206, les Clio et les Volkswagen, les Golf, on est à peu près sur la même taille de véhicule, il fallait qu'ils développent 3 capteurs spécifiques pour justement adresser ce marché. Donc, qui dit capteur spécifique dit un capteur plus cher, dit aussi plus de moules, plus d'assemblage, plus de risque qualité, parce que moins on produit de pièces, moins on maîtrise la qualité. Et tout ça pour des véhicules qui sont globalement moins chers sur le marché, et donc c'est difficile de trouver de la rentabilité là-dessus. Donc ils se sont dit, il faudrait qu'on arrive de passer de 16 mm de diamètre à un capteur qui fait plus que 10 mm. Et si on trouve un capteur qui fait 10 mm de diamètre, on va pouvoir adresser aussi bien les anciens véhicules que les nouveaux, enfin, les plus gros et les plus petits. Le problème, c'est qu'en faisant cette transposition de 16 mm à 10 mm, ils étaient obligés du coup de passer d'un circuit imprimé, on va dire, dans le sens du capteur, vers un circuit imprimé dans le sens inverse, dans le sens de la longueur. Parce que là, ils avaient moins de problèmes en longueur qu'en large. En faisant ça, ils se sont retrouvés à des problématiques de connexion, parce que le PCB ici, les connectiques, elles sont à l'arrière et à l'avant, et donc du coup, il fallait mettre un connecteur, un câble, et de nouveau un connecteur ici. Qu'est-ce que j'ai dit tout à l'heure en introduction? Plus vous rajoutez d'interface, plus vous rajoutez de câbles, plus vous rajoutez de connecteurs, plus vous rajoutez des risques potentiels qualité. Sur un capteur qui gère la trajectoire automobile d'un véhicule, c'est hors de question d'avoir une défaillance. Clairement, il y a des vies qui sont en jeu derrière, donc on ne peut pas se permettre d'avoir quelques pourcents de pièces défaillantes. Donc là, en automobile, on est plutôt sur des spécifications de 50 pièces mauvaises par milliard de pièces produites. D'accord? Donc on n'est pas sur des ratios de pourcents, on n'est pas sur des ratios pour millions, on est sur des ratios par milliard. Donc on voit le niveau de qualité attendu pour ce genre de pièces de sécurité en automobile. Donc rajouter un connecteur dans un diamètre, je vous rappelle, qui fait 1 cm. Donc imaginez un robot. Non, le robot il n'est pas assez précis. Donc du coup, il fallait un opérateur qui vienne connecter quelque chose qui faisait quelques millimètres dans quelque chose qui faisait 1 cm. Juste impossible. D'ailleurs, il y a un brevet de chez Bosch, on l'a consulté, on l'a regardé, qui décrit la solution par une connectique traditionnelle. Ils ont abandonné cette idée, ils n'ont pas industrialisé, et par contre, ils sont allés vers une pièce d'interconnexion. Donc là, on est sur une pièce plastique, plastronique, qui vient faire le lien entre le circuit imprimé et le capteur qui est soudé ici. Donc là, c'est de la soudure, ce n'est plus de la connectique. Donc là, on est sur quelque chose qui est beaucoup plus fiable, beaucoup plus stable. Et donc là, en faisant ça, ils arrivent à réduire le diamètre jusqu'à 10 mm de diamètre et obtenir le niveau de sécurité attendu. Pour une petite histoire, la voiture la plus vendue en Europe, c'est la Clio, 300 000 exemplaires par an. Bosch en produit 15 millions par an de ce capteur. Donc vous imaginez le nombre de véhicules sur lesquels ils ont réussi à transversaliser ce capteur grâce à une innovation technologique d'intégration d'électronique. Donc on parlait tout à l'heure de la réduction du nombre de pièces produites, du nombre de versions. Là, on a réussi à faire un standard avec quelque chose qui, au départ, ne l'était pas. Quelques autres exemples dans l'industrie. Donc là, on voit par exemple, ici, c'est une caméra de sécurité, donc chez SICK. Donc c'est un fabricant suisse de caméras infrarouges pour sécuriser les machines spéciales. Au départ, SICK, ils avaient une caméra d'un côté et un éclairage de l'autre pour pouvoir éclairer la zone de caméra. Ils se sont dit, ce serait pas mal de mettre les LED dans le même système, enfin l'éclairage dans le même système que la caméra. Le souci, c'est qu'une LED, en tout cas à l'époque, c'est moins le cas maintenant, mais ça a été très très vrai au moment où ils ont développé ce système-là, c'est une lumière qui est extrêmement directive. Ça veut dire qu'en mettant les LED complètement à plat autour de la caméra, le champ d'éclairage des LED, ça faisait des grandes zones d'ombre sur les côtés de la caméra, et puis ça éclairait trop au milieu de la zone à observer. Donc là, ce qu'ils ont décidé, c'est de travailler sur une pièce plastronique, mais chaque LED est monté sur une petite marche qui fait quelques degrés seulement d'angle pour pouvoir homogénéiser le flux lumineux qui va se retrouver dans le champ de la caméra. Donc en faisant ça, ça leur permet
d'économiser un module. Donc, au lieu d'en vendre 2, ils en vendent qu'un seul. Je pense que la solution, ils doivent la vendre à peu près au même prix, sauf qu'ils ont 2 fois moins de choses à fabriquer. Alors, ça, c'est un exemple assez intéressant. Donc, en France, on aime bien mettre des rayons X. À chaque fois qu'on a une carie, on met la tête dans la machine et puis on prend des rayons X. Alors que, parce que c'est bien, la Sécu rembourse les rayons X, donc tout va bien. Dans les autres pays où la sécurité sociale n'est pas aussi généreuse, on va dire, où elle est peut-être plus pragmatique, en fait, on fait plutôt de la détection de caries par de la lumière. En fait. Une dent, ce n'est pas opaque, hein, c'est translucide. Donc, si on met une très forte lumière à travers une dent, on va pouvoir voir à travers la dent. Ça, c'est pour les défis des fêtes étudiantes, essayer de détecter les caries des copains. Et en fait, la problématique, c'est que ça existait depuis très longtemps. Donc, on mettait une petite caméra dans les bouches des patients, on éclairait le côté de la dent et on venait prendre la photo sur le dessus pour voir s'il y avait une carie. Le souci, qu'est-ce qui se passe dans la bouche? C'est un environnement humide, donc il y avait énormément de buée qui se mettait sur la vitre qui protégeait la caméra. Donc là, pour réduire ce problème, eh bien, il y a un petit circuit chauffant qui a été mis autour de la vitre. Et typiquement, on a fait le dégivrage des voitures, mais on l'a mis sur un système qui permet de contrôler les câbles. Et puis, les concepteurs se sont dit, c'est pas mal ça, mais finalement, quitte à mettre de la plastronique, est-ce qu'il n'y a pas d'autres fonctions qu'on pourrait faire aussi en plastronique sur cet objet? Parce que dans le médical, ils n'aiment pas les assemblages. Parce qu'en médical, un assemblage, ça veut dire une interface. Ça peut éventuellement dire qu'il y a des bactéries qui vont se mettre à l'interface entre les deux matières, entre les deux pièces assemblées. Donc, ils n'aiment pas trop ce genre de choses parce que c'est difficilement nettoyable. Donc, moins on a de pièces dans le médical, notamment quand on est en plus là sur de la chirurgie ou en tout cas proche des muqueuses, etc., ils essayent de réduire au maximum le nombre de pièces. Donc là, le corps de l'objet, on voit des petites zones capacitives ici et puis une petite zone capacitive là. Ça veut dire que, comme un téléphone portable, on va pouvoir mettre en route, on va pouvoir faire du on-off simplement par la détection du doigt du chirurgien dentiste sur l'appareil et on va pouvoir prendre la photo en venant toucher cette zone ici. D'accord ? Donc là, on a remplacé des boutons mécaniques et on a enlevé des interfaces, donc on a augmenté en qualité. Un siège de dentiste, c'est 300 000 €, donc plus c'est fiable, mieux c'est. C'est ça que ça coûte cher, les sièges de dentiste. Un truc sympa aussi, la RFID, je pense que vous connaissez tous la RFID. Ce que vous avez par exemple dans les étiquettes chez Decathlon, quand vous mettez en transparence les étiquettes un peu plus épaisses, là, quand vous les regardez à la lumière, vous voyez une espèce d'antenne, ce qui vous permet, quand vous mettez les articles chez Decathlon dans la caisse, ça vient détecter en automatique le produit. C'est de l'électronique. Ça a été poussé à l'extrême en termes d'intégration de miniaturisation. Le souci de la RFID, c'est que vous communiquez toujours une information, la même information, à la même fréquence et tout le temps. La norme européenne vous interdit d'utiliser cette RFID pour faire du tracking de clients. Ça veut dire qu'une fois que vous passez à la caisse chez Decathlon ou chez un autre commerçant, parce que d'autres utilisent aussi ces technologies-là, le commerçant n'a plus le droit de l'utiliser pour une information de tracking. D'accord ? Et même aux États-Unis, Levi's qui s'est fait attaquer en justice, parce qu'à chaque fois qu'un client rentrait avec un jean Levi's dans une boutique, ça détectait le jean et ça envoyait un message sur le téléphone. Bonjour, bienvenue dans le magasin de Houston. Votre taille est disponible à tel rayon, etc. Donc, il y a des gens qui ont porté plainte contre Levi's pour atteinte à la vie privée. Ils n'ont pas forcément eu tort. Par contre, on s'est dit la RFID, c'est quand même puissant. Et on pourrait dire l'utilisateur a envie d'utiliser la RFID, mais par exemple pour ouvrir une porte à distance. Parce qu'on a tous maintenant des badges dans les entreprises, etc. Mais voilà, on n'a pas forcément la carte, c'est fragile, il y a un facteur de forme qui n'est pas simple. On s'est dit, pourquoi pas utiliser la RFID, on la met sur un bijou. Donc là, on l'avait mis en forme de bracelet. Par contre, on n'a pas envie d'ouvrir la porte quand imaginons, on est en train de boire le café à côté de la porte, il y a quelqu'un qui veut s'introduire dans l'entreprise, le fait qu'on soit à côté, ça va ouvrir la porte, c'est dommage, quoi. Donc on s'est dit, on va faire une antenne exprès qui ne rayonne pas. Par contre, quand on va venir en contact physique avec l'antenne, c'est ce qu'on voit là, quand l'utilisateur va toucher l'antenne, on va venir remettre la fréquence de communication à la bonne fréquence du détecteur. Ce qui fait que quand on vient toucher la montre, enfin le bracelet, ça vient ouvrir à distance la porte. Quelque chose qui est super intéressant. Donc ça, on l'a fait en R&D, hein, donc on a fait ça avec un labo.
ça nous a permis aussi de prouver que la distance de lecture était proportionnelle au poids de la personne qui portait l'objet. Ça, c'est quelque chose qui était assez extraordinaire. Donc moi, j'ouvrais les portes super loin. Les structures anti-intrusion, donc ça, c'est, on va dire, le cœur de métier des SDP. C'est notre best-seller, si j'ose dire, c'est le capot anti-intrusion. Aujourd'hui, dans la plupart des électroniques, donc là, on parle du bancaire, on parle de la défense, etc. Mais demain, dans la plupart des objets connectés, vous allez avoir de la donnée personnelle qui seront stockées à l'intérieur. Et l'objectif, c'est de protéger ces données contre des personnes malveillantes. Donc, il y a de la protection software, donc dans les logiciels de téléphonie mobile, d'objets connectés, etc. Vous allez avoir des protections, mais demain, l'objectif, c'est aussi de protéger physiquement. Ça veut dire que quelqu'un qui vous vole votre montre connectée, qui vous vole un électrocardiogramme connecté, il ne pourra pas rentrer à l'intérieur physiquement. L'objectif, c'est de détecter s'il vient ouvrir ou s'il vient percer le système pour pouvoir connecter des fils ou connecter un système malveillant. Donc là, on voit, ça, c'est ce qui se fait aujourd'hui. Donc, on prend un circuit électronique flexible, donc qui est mis sur un film, et qu'on vient plier. Qu'est-ce qu'on disait tout à l'heure sur le pli, sur l'origami? C'est qu'il y a certaines formes qui ne sont pas développables, et donc on a forcément des plis où on a des vides. Donc là, typiquement, on a ce coin-là qui est très, très, très difficilement recouvrable par des technologies. On a des films qui viennent se recouvrer. D'accord? Donc, nous, notre solution technique, c'est de faire des capots de sécurité qui soient à 100% protégés, quelle que soit la forme intérieure de la pièce. Donc, en faisant ça, on a des pistes qui font 0,15 mm de large et des interpistes qui font 0,15 mm de large. C'est-à-dire que si vous percez avec un diamètre au-delà de 0,3 mm, vous fracassez forcément une piste et vous allez détecter l'intrusion malveillante. D'accord? Donc, ce système-là que vous trouvez aujourd'hui dans la plupart des systèmes bancaires et autres, vous allez potentiellement le retrouver de plus en plus dans les systèmes cryptés de demain. Des petites choses sympas aussi, des poignées d'hélicoptères qui sont aujourd'hui avec des câbles et une poignée d'hélicoptères, elles sont très souvent contrôlées. Pourquoi? Parce que c'est avec ce seul élément qu'on arrive à contrôler l'hélicoptère. Il n'y a pas d'alternative. Hein. Si la poignée ne fonctionne pas, l'hélicoptère se crache. Et si vous êtes déjà monté dans un, ou si vous avez simplement vu un hélicoptère passer à côté de vous, vous savez que ça vibre énormément. Vous avez le rotor, etc. C'est un domaine qui est extrêmement vibratoire, qui est extrêmement contraignant au niveau vibratoire. Et donc, très régulièrement, il y a de la maintenance préventive sur les hélicoptères qui consiste à démonter la poignée et vérifier que tous les câbles sont bien là, qu'il n'y en a pas un qui commence à se dessouder, que les boutons soient bien fonctionnels, etc. Sauf que quand vous démontez et que vous avez 10 câbles et que vous ne savez pas celui qui vient du point A au point B, parce que c'est tout au milieu, les câbles sont tous de la même couleur, ce n'est pas possible de mettre de l'identification dedans parce qu'il n'y a pas assez de place. Eh bien, l'objectif, c'était de créer une pièce intermédiaire. Donc là, c'était une pièce plastique sur laquelle on a mis des pistes. Et là, les pistes, elles ne bougent jamais. Ce n'est pas des fils qui bougent à l'intérieur. Là, les pistes sont toujours au même endroit. C'est-à-dire que quand vous démontez le système, votre piste A elle est toujours au même endroit, votre piste B est toujours au même endroit. Et ça vous permet de faciliter la maintenance préventive des hélicoptères. Et puis, un des derniers exemples, montre Decathlon, montre GPS avec une antenne sur céramique. L'antenne céramique, c'est les choses basiques que vous trouvez pour faire une antenne GPS. Le souci, c'est que l'antenne, elle est faite pour rayonner dans l'air. Donc, quand vous prenez cette antenne-là, que vous la mettez au milieu d'une pièce, elle capte très, très bien le satellite. Mais ce n'est pas ce qu'on lui demande. On lui demande de capter les satellites quand elle est dans une montre et quand elle est sur un utilisateur en train de courir ou en train de marcher, en train de randonner, etc. Le fait est que le corps humain, on l'a vu tout à l'heure avec la RFID quand on venait la toucher, le corps humain va perturber les antennes. Et dans ce cas-là, Decathlon avait un souci, c'est qu'ils avaient des performances qui étaient moyennes. Et quand on a commencé à analyser, on s'est rendu compte en simulation électronique que le corps humain perturbait tellement l'antenne qu'elle était proche de ne plus capter le signal GPS. Elle captait d'autres choses, mais pas le GPS. Donc, c'était problématique. Et donc, l'objectif, c'était d'inverser la manière de concevoir une antenne. Au lieu de prendre une antenne standard qui, une fois dans le produit, ne fonctionne pas, on a développé une antenne spécifique qui s'intègre parfaitement dans le facteur de forme de la montre pour pouvoir mettre un maximum de pistes. Donc là, par exemple, on a des courbes de Hilbert. Pour ceux que ça intéresse au niveau mathématique, c'est assez génial. Qui est en fait une équation qui permet de maximiser le recouvrement, maximiser la surface disponible en prenant une piste et un interpiste et en faisant un maximum de
de recouvrement sur elle-même pour pouvoir maximiser la longueur de la piste sur la surface. Donc ça, c'est des choses qui sont utilisées pour miniaturiser les antennes. Et donc là, on est venu, grâce à ça, faire une antenne qui, quand on la met toute seule dans l'air, elle ne capte pas du tout le GPS. Par contre, quand on la met dans la montre et sur l'utilisateur, elle capte parfaitement bien la fréquence GPS. Elle consomme du coup beaucoup moins d'énergie. Et donc, le produit peut être plus petit et plus autonome au niveau énergétique. J'en ai fini. Si vous avez des questions, je crois que vos QR codes sont toujours en fonctionnement. Merci beaucoup, M. Veil. On peut l'applaudir. Merci beaucoup. Vous nous avez montré plein d'exemples. On voit vraiment que la plastronique est présente dans plein de secteurs. Maintenant, on va répondre à quelques questions avant la pause déjeuner. La première question est la suivante. Quelles sont les compétences nécessaires à un ingénieur pour travailler dans le domaine de la plastronique? En fait, il n'y a pas une compétence ou des compétences. Alors, la première compétence, je dirais, c'est l'ouverture d'esprit, parce qu'en fait, vous allez être dans un métier où vous allez au quotidien devoir discuter avec des gens qui ne sont pas de votre métier. Donc, quelque part, que vous soyez plasturgiste au départ, que vous soyez chimiste, que vous soyez électronicien, la plus grande qualité que moi je recherche quand je recrute, c'est quelqu'un qui ne va pas dire ça, c'est pas mon affaire, quoi. Le plastique, non, je n'y connais rien et ça ne m'intéresse pas. Il faut vraiment avoir cette ouverture d'esprit de dire qu'est-ce qui entoure mon métier et comment je peux m'y intéresser. On ne demande pas aux personnes de devenir des experts dans tous les domaines, mais au moins de s'y intéresser pour qu'ils puissent faire des connexions et d'aller chercher les bonnes compétences au bon moment. Comment se situe le secteur de la plastronique vis-à-vis le recyclage et l'économie circulaire? Alors ça, c'est une super question. Alors, je crois qu'on l'a déjà un petit peu évoqué tout à l'heure avec la conférence juste avant. Le gros problème du recyclage, c'est d'abord d'avoir du volume pour pouvoir trouver des manières de recycler. Si aujourd'hui, personne ne trie, ça sera difficile de trouver des technologies permettant d'aller recycler telle ou telle matière. Donc, plus on va avoir une logique de tri sélectif et d'aller vers ces aspects-là, plus on aura de facilité à trouver des technologies pour recycler les matières premières. C'est pour ça que quand on voit des reportages, j'en ai eu encore un la semaine dernière, de dire « Regardez, ces enfoirés, on recycle dans les poubelles jaunes, vertes, etc. » Puis au final, ils n'en font rien. Ouais, ils n'en font rien aujourd'hui. Mais en fait, ils ont besoin de cette matière-là, de savoir combien de quantité ils récoltent pour demain imaginer un schéma économique et technique pour pouvoir recycler demain. Donc, la règle, c'est recycler tout ce qui est identifiable, on le met de côté, on l'identifie, et puis après, les technologies de recyclage, elles vont arriver derrière. Pour ce qui est de la plastronique, aujourd'hui, en fin de vie, ce qui est le pire en termes de recyclage, on s'intègre extrêmement bien dans les mêmes chaînes de recyclage que de l'électronique traditionnelle. Aujourd'hui, les D3E, tous les produits électroniques et électriques, ils sont triés, on voit dans les déchetteries, on voit les lave-linges, les télés, etc. Ils sont identifiés et on vient récupérer l'électronique. Alors pourquoi on récupère très bien l'électronique aujourd'hui? Parce qu'on met du cuivre, du nickel et de l'or par-dessus. Et donc ça coûte très très cher. Donc quand on vient récupérer ces métaux, on vient assez rapidement être rentable dans le recyclage de ces produits électroniques. Par contre, le substrat, qui est du polymère, donc d'un côté, c'est du thermodurcissable sur les circuits électroniques traditionnels, nous, on est sur du thermoplastique. Il y a encore aujourd'hui, économiquement, peu d'intérêt à récolter, donc c'est valorisé énergétiquement. Alors, c'est un gros mot, mais ça veut dire qu'on vient brûler et récupérer l'énergie de la crémation et on la convertit en électricité. Et ça, demain, on sait qu'avec l'augmentation des prix des matières premières, etc., ça deviendra de plus en plus rentable d'aller recycler ces substrats. En tout cas, sur l'électronique traditionnelle, on ne pourra pas le faire, puisque c'est du thermodurcissable. Une fois que c'est transformé une fois, on n'en fait rien. En plastronique, le substrat est thermoplastique. Ça veut dire que si à un moment, on a suffisamment de volume pour le récupérer, on pourra le retransformer en autre chose. En tout cas, nous, chez S2P, on recycle nos déchets de production. Ça veut dire que quand on injecte et qu'on passe le laser dessus, la pièce, si on s'est planté au niveau du laser, on peut la remettre dans l'injection. Quand on a fait le laser et la chimie, on est en train de faire des essais avec le centre technique IPC à côté. On est en train de regarder jusqu'à quel point de métallisation on est capable de rebroyer la matière déjà métallisée pour pouvoir la remettre dans l'injection sans que ça perturbe l'injection ou un nouveau laser ou une nouvelle chimie. Et l'objectif, c'est de voir jusqu'à quel point on est capable de recycler les produits déjà métallisés. Et donc ça, c'est en cours. Une troisième question.
Quels sont les principaux secteurs sur lesquels la Plastronic est présente aujourd'hui? Alors aujourd'hui, 80% de la valeur, c'est le smartphone. C'est les antennes dans les smartphones. Mais pourquoi c'est aussi énorme en termes de ratio? C'est parce qu'on produit plusieurs milliards de smartphones par an. Donc c'est peut-être aussi à se poser la question, est-ce qu'on est censé changer aussi souvent de smartphone? Ça, c'est la question. En fait, c'est marrant parce que c'est très lié à la question d'avant. En fait, souvent, c'est l'usage. Est-ce qu'on a réellement besoin de… Et souvent, on dit, ah, ça serait bien qu'on ait la 5G, mon ancien téléphone, il ne l'a pas, donc allez, il marche encore, mais je le jette, j'en achète un autre. Et au final, on crée le problème du recyclage parce qu'on a jeté quelque chose qui était finalement encore utilisable. Donc maintenant, dans les téléphones portables, il y a beaucoup de filières de collecte pour pouvoir les réutiliser alors soit en local, soit dans des pays en développement qui ont besoin de ces téléphones, on va dire, d'ancienne génération. Mais aujourd'hui, 80% de la valeur, c'est les antennes de smartphones, puisqu'on a plusieurs antennes. Il y a des milliards de smartphones, donc en valeur, forcément, ça pèse très fort. Pas mal l'automobile qui se développe beaucoup, pareil, gros volume, donc pièces de haute valeur ajoutée, donc ça pèse pas mal l'automobile. Et puis ce qu'on commence à voir arriver, c'est le médical, c'est l'industrie au sens large. Mais voilà. Merci beaucoup, ce sera tout pour les questions. Merci, Monsieur Veil. Vous clôturez parfaitement cette première matinée de conférence. Merci beaucoup. Je vais vous donner un petit sac avec des spécialités de la région. Des spécialités de votre région en plus. Parce qu'en fait, je suis né au Ghana. J'ai fait toute ma scolarité entre la maternelle, la primaire, le collège, le lycée, l'école d'ingénieur sur 500 mètres linéaires. Donc, je pense que je vais connaître quelques-uns. Vous connaissez la région. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On est dans le timing. On va vous libérer pour aller manger. Les points de restauration sont déjà ouverts normalement. Donc, les points de restauration sont tenus par l'association Red DAU, qui est l'association des étudiants en filière classique du campus d'OENA. Voilà. Si vous avez envie de suivre les conférences de cet après-midi, je sais que vous allez repartir à Lyon à 14h. On vous invite fortement à les regarder.